Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons directement à notre débat sur le grand musée égyptien. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Manal Mourad, qui est chercheuse en histoire égyptienne et guide touristique. Bonjour. Samar, comment allez-vous? Bonjour l'Égypte. Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de ce grand musée égyptien, on parle d'un long périple de construction qui s'étend sur à peu près une vingtaine d'années. Alors, si vous pouvez nous parler de l'importance de ce grand musée égyptien. Écoutez, c'est un des plus grands musées qui va présenter un seul sujet qui est concernant les monuments égyptiens. Oui. C'est-à-dire, vous savez qu'une science aussi au nom de notre pays, l'Égypte, fut existée avec la connaissance des hiéroglyphes, l'égyptologie. Oui. Donc, ça embrasse tous ces monuments de plusieurs dynasties. Notre histoire est magnifique et d'une continuité incroyable. Et tous les motifs qui sont exposés, tous les monuments qui sont exposés à l'intérieur du musée révèlent cette importance, que ce soit les monuments de l'Ancien Empire, même préhistorique, Moyen Empire, et puis aussi le Nouvel Empire. Ce qui est génial dans ce musée, cette exposition, elle est en largeur, c'est-à-dire vous êtes dans une descente depuis l'Ancien Empire au Moyen Empire, sur le côté royal, ensuite social, et puis art et métier. Donc quand même, ça enveloppe des connaissances incroyables. Ça donne aux visiteurs, qu'ils soient égyptiens ou touristes, la richesse vraie de cette civilisation égyptienne. Le savoir-vivre, le savoir-faire de l'Égypte de l'Antiquité. Manal Mourad, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère que vous aussi vous allez très bien. Alors, on sait que l'Égypte est riche de par son histoire, que effectivement les musées qui existent déjà ne sont pas suffisants pour les remplir de trésors que nous avons découverts à travers les siècles. Ce musée-là particulièrement, qu'est-ce qui va donner de plus? C'est-à-dire que on sait, il est au pied des pyramides. Est-ce que justement pour une question logistique, une question de trafic et d'organisation pour les touristes, c'est une facilité en plus que l'Égypte offre à ses touristes? Écoutez, il y a beaucoup de points de vue. Tout d'abord, au début du XXe siècle, l'Égypte a offert au monde un des plus grands musées dans son époque, qui est le musée Tahrir, le musée du cœur, qu'on appelait aussi, entre guillemets, le musée Mariette. C'est le rêve d'Auguste Mariette et tous les gens qui étaient concernés par l'égyptologie. Les réserves étaient remplies et il y a eu beaucoup de dégâts, donc il a voulu embrasser quand même les monuments dans un musée. Après celui de Boulak, après celui, il y avait des tout petits musées qui n'étaient pas dignes de l'Égypte. C'est vrai que le musée de Tahrir est richissime et très chronologique. Il y a 100 000 pièces qui sont exposées au public, mais l'Égypte nous révèle et nous dévoile chaque jour d'autres découvertes épigraphiques. Donc sur un siècle, Nora, il y a eu d'autres découvertes, il y a eu d'autres réserves qui étaient remplies. Donc on a de quoi remplir plusieurs musées. Ça c'est un. Deux, ce musée-là, il est digne de notre civilisation égyptienne concernant le XXIe siècle, c'est-à-dire sur le plan muséologie, sur le plan planification du musée lui-même, l'éclairage, les matériaux qui étaient employés, la mise en place, l'éclairage, c'est digne d'un musée dans le plus riche, le plus moderne des pays du monde. C'est pour cela que ça fait rêver le monde entier. Même, j'ai fait plusieurs visites là-dedans, tous les touristes me disent « Ah, c'est glorieux, c'est prodigieux, vous voyez ». Le bâtiment lui-même, on a pu quand même montrer et souligner l'importance des statues colossales qui étaient couchées dans les réserves ou se trouvaient sur des places, comme la fameuse statue de Sa Majesté le roi Ramsès II, qui vient de la place Ramsès et qui était nettoyée et qui ornemente l'entrée. Il y a des statues colossales comme celle d'Hatshepsut agenouillée. Il y a beaucoup de choses qui ont trouvé une place bien préservée. Aussi des colonnes venant des temples, des portiques. Il y a de quoi, il y a de l'espace, vous voyez. Donc le musée en lui-même, il est digne du XXIe siècle.
Oui. Manal, également, quand on parle de trésors qui vont être révélés pour la première fois, certainement la collection de Toutankhamon, on parle d'au moins 5000 et quelques pièces antiques où des trésors jamais exposés seront dévoilés dans ce grand musée égyptien à partir du 3 juillet prochain. Alors, comment voyez-vous cela et quels sont les vrais trésors incontournables à visiter une fois que le grand musée sera inauguré? Écoutez, quelle belle nouvelle. Lorsque le Premier ministre l'avait dévoilé enfin, le 3 juillet sera la vraie inauguration du Grand Musée avec toutes ces salles. Comme vous dites, vous venez de dire, Sameh, tout le trésor de Toutankhamon qui n'était jamais vu par n'importe lequel, sauf par Howard Carter et tous les compagnons, tous les gens qui ont participé à cette découverte de la fameuse tombe du roi Toutankhamon. Oui. En novembre 1922. Donc, si vous voulez, c'était jamais exposé dans un seul musée. Il y avait le musée de Tahrir qui, quand même, embrassait une belle collection, mais ça n'a jamais dépassé les 150 pièces. Et puis d'autres aussi pièces dans le musée de Luxor et un peu éparpillées partout. Et la plupart de ce trésor était dans les réserves. Donc, vivement qu'on puisse voir toute la collection, les chars de Toutankhamon, pas seulement le masque qui fait rêver, qui pèse 11 kg d'or, pas seulement les cercueils qui pèsent 110 kg d'or, mais aussi toutes les pièces qui dévoilent le savoir-vivre et le savoir-faire de cette époque, 1350 avant Christ, le règne d'un jeune roi anonyme. En plus, un jeune roi qui n'a jamais été mentionné sur les listes royaux. Et enfin, avec cette découverte, ça nous a dévoilé qu'est-ce que c'était le contenu d'une tombe royale. Parce que la plupart, comme vous le savez déjà, étaient pillées par les voleurs, ou bien détruites, ou bien totalement vandalisées. Comme la dernière qu'on vient de découvrir, celle de Toutmoses IV, qui est aussi d'une importance inouïe, mais quand même, elle est vandalisée, elle est totalement vandalisée. Donc jamais de la vie, à part cette découverte et le trésor de Tanis, qui a eu, la découverte, elle a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale et qui n'était pas aussi médiatisée que la première. Donc on n'a pas trouvé encore d'autres tombes intactes. Donc Tanis et Toutankhamon. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit il y a un instant, et seul un égyptologue digne de ce nom et amoureux d'histoire le dirait. Vous avez dit Sa Majesté le roi Ramsès II. Alors, effectivement, le fait d'avoir le colosse de Sa Majesté le roi Ramsès II n'est pas un choix anodin. Non, pas du tout. Et puis en plus, si vous savez, Nora, un jour, j'espère que vous visitez le musée avec moi, je vais vous montrer une petite astuce. Il y a une petite fenêtre dans l'entrée qui passe inaperçue. C'était très étudié par l'axe du soleil pour éclairer son beau visage le jour de son avènement et le jour de sa naissance, exactement comme l'axe magnifique, bien étudié de son temple, le sublime d'Abou Simbel, avec l'axe parfait étudié par les astronomes de l'époque vis-à-vis du soleil. Donc il y a beaucoup d'astuces. Et quand vous dites que ce n'est pas anodin, c'est quand même le plus célèbre de tous les pharaons de l'Égypte qui accueille tous les visiteurs et tous les Égyptiens s'ils veulent bien le visiter. C'est incroyable quand même, c'est le roi gagnant de l'histoire d'Égypte, puisque malgré les siècles qui se sont écoulés, ça reste le plus grand roi, le plus grand chef d'État, la plus célèbre figure d'Égypte quand même. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un grand constructeur. Il nous a laissé des traces partout, à Memphis, à Héliopolis, partout où vous fouillez. Il y a le cartouche de Ramsès II qui se dévoile. Vous allez à Tanis, vous lui trouvez la plupart des vestiges à son nom, la plupart des temples en granit rose, même écroulés, mais à son nom. Vous allez à Karnak, la grande partie de Karnak à son nom. À Luxor, il a construit la deuxième partie. Vous poursuivez aussi toute cette démarche jusqu'à la Nubie. Il y a Der es-Soba, pas seulement à Abou Simbel. Il y a beaucoup de temples au nom de Ramsès, Sa Majesté, des chapelles partout. Quand même, c'était un roi qui était depuis l'âge de 3 ans
nommé le corégeon de son père. Il était en co-règne avec son père Séti Ier. Il a bu dans le savoir martial, il a étudié le savoir aussi scientifique et comment devenir un roi. Un grand chevalier qui a protégé l'Égypte sur la partie nord-est contre les Hittites. Il a pu combattre les Hittites et d'autres peuples qui ont osé menacer le silence dans notre pays. Un grand roi constructeur, un grand roi même divinisé, si j'ose le dire, qui a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans. Donc on n'a pas une autre figure, si vous voulez, dans le même thème. Quand même, on connaît, les spécialistes connaissent Aménophis III, qui nous a laissé aussi beaucoup de thèmes, beaucoup de constructions partout, une époque très prospère, très prodigieuse, aussi l'apogée artistique de l'époque. On connaît le chevalier Thoutmôsis III, mais un amateur de l'Égypte va vous parler plus de Ramsès II qu'un spécialiste, quoi. Alors, je m'excuse, j'ai encore une question. On connaît tous l'expression le roi est mort, vive le roi », et cette expression était de rigueur durant la période des rois d'Égypte. On sait qu'il y avait des rivalités entre rois, certains effaçaient le nom de son prédécesseur pour mettre le sien. Pourquoi lui, sa réputation n'a pas été, je ne vais pas dire salie, mais n'a pas été gâchée, n'a pas été effacée, n'a pas été corrompue? Pourquoi elle a été préservée jusqu'à nos jours? Tout d'abord, ce que vous venez de mentionner n'était pas une théorie à l'Égypte. Vive le roi, mort le roi. Non, c'était pas du tout concernant l'Égypte, parce qu'il y a eu un respect fou du statut pharaon, du statut du roi de l'Égypte, qui régnait au nom de Dieu, au nom de la divinité. Donc chaque roi était digne d'être respecté par la population égyptienne, parce qu'avec ses vocations, c'est lui qui ramène la paix, c'est lui qui applique Maït, c'est lui qui défend les frontières, etc. Et c'est vrai que c'est passé comme ainsi dans les époques postérieures, oui, que les rois n'avaient pas beaucoup de temps, donc ils effaçaient le cartouche de quelqu'un pour mettre les siens sur les monuments, soi-disant que c'est fait, et plutôt c'était la décision des artistes, des prêtres, etc., parce qu'ils n'avaient pas le temps de réaliser tout le rêve du roi de laisser ses empreintes. Mais Ramsès II était très astucieux, si vous voulez entendre cette théorie, il était très astucieux, il sculptait en bas-relief en creux. Donc les cartouches étaient un peu creusées un tout petit peu plus profondément, oui, que même si vous voulez par exemple les colmater ou bien les remplir à part du plâtre, un jour le plâtre va descendre et toujours on va voir le cartouche vrai de Sa Majesté Ramsès II. Oui. Mais moi je trouve qu'il a résisté au temps, c'est-à-dire on parle de lui parce qu'il était un grand constructeur. Quand même, il nous a laissé pas mal de choses. Et on le remercie d'ailleurs. Certes. Oui. Sacré Ramsès II. Oui. Docteur Monal Mourad, au terme de cette interview, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes chercheuse en Égypte antique et guide touristique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause.